Bonjour les gens, on est dimanche, il est 19h, alors c'est je dirais même plus sur Station Millennium. Et c'est aujourd'hui la 4e. Wow, on va bientôt avoir une poignée. Je dirais même plus l'émission Grâce. 1 heure hebdomadaire avec une belle bande de passionnés et ce dimanche, un formidable et dominical invité avec qui nous allons parler de lune et de rivière, mais vous entendrez ça d'ici un quart d'heure environ. Mais surtout, chaque semaine, nous consacrons la moitié de l'émission à un entretien avec notre formidable et dominical invité, formidable justement. Eh ben, on est parti. Je dirais même plus. Alors, je dirais même plus, l'émission grâce à laquelle vous saurez quoi faire de l'heure qui précède le masque et la plume. C'est parce que c'est à 20h en fait le masque et la plume et nous c'est juste avant. Sauf que nous on parle que de BD alors qu'eux ils en parlent jamais. Ouais, j'ai un peu l'impression que tu essayes de faire du... Non, bon ok. Ouais. C'est pas très honnête ça. D'accord, bon bah je la remets dans ma culotte alors. Je dirais même plus Siennes et je dirais même plus sien, bonjour et bienvenue dans la 4e de Je dirais même plus sur la station Millennium. 4e, c'est fou. Oui, parce que les émissions de radio, en fait, ça va à l'envers du collège. La 4e, c'est après la 3e et non avant. C'est quand même un peu dingue, non ? Ouais. Voilà. Et donc, en cet automnal dimanche 7 novembre, nous n'aurons plus que 2 chroniqueurs en plateau. Damien Degnaud et André Morvan, plus moi, donc ça va faire à peu près 3. C'est pas que l'automne fisse tomber les chroniqueurs à l'appel, mais c'est bien parce que ce malotru de Benoît Lintanff est en vacances, figurez-vous. C'est un prof. Mais, pro jusqu'au bout des cuticules, il a enregistré sa chronique sur Hellboy. Sinon, c'est comme d'hab, Clotilde par téléphone, Damien et André au micro d'ici. Une petite surprise toutefois, pour que vous n'ayez pas l'impression qu'on fasse toujours la même chose. La chronique que nous qualifions entre nous d'extérieur sera tenue par moi. Mais je sens bien que vous m'aurez surtout de l'envie de savoir qui peut bien être notre formidable et dominical invité du jour. Alors sans plus tarder, un premier indice, son initiale est F, comme mes notes en gym autrefois. Ce F, c'est une sacrée chance de pouvoir s'entretenir avec lui de son dernier album paru, Moon River, et du reste de sa carrière. Nous parlerons BD avec lui, mais aussi un peu de roman, puisqu'il en a écrit 3. Les plus sagaces d'entre vous ont déjà deviné que c'est Monsieur Fab Caro qui sera parmi nous tout à l'heure. Et oui, Fab Caro. Nous sommes joie. Malgré tout, nous tenterons de garder notre sang-froid et nos cœurs chauds et rester dans l'amateurisme éclairé qui nous caractérise en faisant comme d'hab. Voici donc un micro-topo sur les réseaux sociaux que va nous délivrer Damien Degnaud en personne. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est toujours aussi simple. C'est @JDMP Radio et on se retrouve sur Instagram, Twitter, Facebook en fonction des envies de qui veut poster quoi sur les réseaux, en fait. Voilà, simplement, merci. J'étais en train de me perdre. On est aussi présent sur YouTube, je dirais même plus radio, pour notre podcast. Il y a déjà les 2 premières qui sont accessibles. Si vous voulez écouter, réécouter en boucle, partager, n'hésitez pas. Notre ami Chris et notre ami Jean-Charles Crane qui nous ont fait le plaisir d'être les 2 premiers invités. Merci réseaux socioman. Je signale au passage que sur notre chaîne YouTube, justement, où tout le monde peut réécouter nos émissions, tu as fait un boulot extraordinaire en y animant plein de photos et d'images relatives au sujet abordé, de la belle ouvrage, bravo, qui mérite plein d'abonnés, et de pouces en l'air. Je les regarde en boucle, perso, et je les trouve tellement fascinantes, tes vidéos, que je suis en pleine réflexion sur l'arrêt du compte Netflix que j'ai plus le temps d'utiliser. Je dirais même plus. Voilà, nous rejoignons maintenant notre lointaine banlieue, la ville appelée Paris, où vit Clotilde, celle que nous avons surnommée entre nous notre envoyée spéciale à Lutèce. Bonjour Clotilde, tu es la plus jeune de l'équipe, mais pour nous rendre une sorte d'hommage discret, tu as choisi aujourd'hui de nous parler d'une BD ancienne. Une vieille BD, mais qui est toujours d'actualité, alors c'est-à-dire... Alors bonjour Gilles et bonjour tout le monde. Gilles, tu as raison, c'est tout à fait ça. La semaine dernière, je parlais d'une sortie toute fraîche et cette semaine, je vous parle d'une BD qui n'est pas de première jeunesse puisque le premier tome est sorti en 1989, l'année de ma naissance. Oups. La BD s'appelle Péché mortel de B. et Toff. C'est une fiction anticipation mais qui a aujourd'hui des échos dans notre quotidien. Écoutez plutôt.
1996, le VRH, virus sexuellement transmissible et mortel, se répand dans le monde entier. La pandémie n'est endiguée que par des mesures draconiennes de répression des mœurs. Toutes les personnes positives au dépistage sont emmenées de gré ou de force dans des camps d'hébergement et de soins. Heureusement, un brillant chercheur français du nom de Franck Morin travaille depuis 15 ans sur un virus vaccin qui, une fois injecté à un porteur du virus, se transmettrait de personne en personne de la même manière que le virus de base. Bon, hormis le vaccin contagieux, on est quand même pas mal d'actualité là, non ? Le premier tome se situe intégralement en 1996, où on suit les péripéties de Franck Morin dans le développement du vaccin, avec en toile de fond les événements dramatiques qui secouent la société, notamment une petite incursion dans les fameux camps d'hébergement et de soins, des ghettos infâmes où règne la loi de la jungle. Le deuxième tome nous projette en 2032. Le VRH ne fait plus aucune victime et la paix règne à l'échelle planétaire grâce à l'Organisation mondiale pour la démocratie et le groupe des 7, les 7 héros qui ont mis fin à la pandémie. On plonge dans les intrigues politiques et les souvenirs de l'un des 7, dans l'objectif de découvrir qui d'entre eux est celui qui a trahi la nation, engendrant un massacre lors du soulèvement du ghetto de Strasbourg. On m'a prêté ce petit bijou entre 2 confinements, et je dois avouer que c'est très, très bien ficelé. L'histoire est passionnante et je l'ai relue plusieurs fois d'affilée, puis je l'ai achetée quand j'ai dû la rendre, tellement j'étais fascinée. Je voulais être sûre d'avoir compris, j'avais des doutes et je voulais être certaine de savoir au final qui étaient les gentils et qui étaient les méchants. Détail hyper intéressant, Toff est un scientifique reconnu. Il a travaillé à l'Institut des neurosciences de Grenoble et fut chargé de recherche à l'INSERM. Il a rencontré B à Strasbourg en 1986, alors que l'un était étudiant aux arts décoratifs et que l'autre préparait un master en neurochimie. Il publie le premier tome de Péché mortel en 1989 chez Dargaud. Puis Toff part aux États-Unis. Et en 1997, à son retour en France, il travaille sur le tome 4, clôturant ainsi la série. Ils ont ensemble publié une autre BD qui s'appelle Double Jeu, que je n'ai pas lu, mais qui traite de génétique et que je vais filer acheter dès que j'aurai fini cette chronique, ce qui ne saurait tarder. Pour ceux qui n'ont pas capté, le VRH est un simulacre de VIH et les camps d'internement sont à l'image des camps de concentration. D'ailleurs, les uniformes des milices sont fortement inspirés des uniformes nazis. L'histoire est basée à Strasbourg, après tout. Pour ceux que ça a intéressé et qui n'en ont pas marre d'entendre parler virus, pandémie et vaccin, filez acheter Péché mortel par B et Toff en intégrale aux éditions Vent d'Ouest. Merci Clotilde. J'espère qu'il y a des gens qui vont suivre ton conseil, mais c'est vrai que voilà, on a un peu marre des virus, donc j'espère qu'ils se jetteront quand même sur la BD. Et après, bon, il faut surtout pas que tu recules trop dans le temps, parce que sinon tu vas finir par piétiner les plates-bandes de notre André, en fait. Donc attention. Oui, d'autant plus que le virus de la bande dessinée, il est très très dur à éradiquer. et que j'ai bien l'intention un de ces jours de vous parler de la fièvre Z. Ah oui. Oula. Ça marche. Promis, la semaine prochaine, je partirai sur des BD plus actuels. D'accord, merci, bonne journée à toi, à bientôt, salut. Merci, à bientôt. Je dirais même plus. C'est toujours, je dirais même plus, et c'est toujours sur Millennium. Aujourd'hui est un grand jour, puisque Benoît, avec l'aide sans doute de sa thérapeute, a décidé de clore ses chroniques sur Hellboy avec cette 3e enregistrée, puisqu'il est, rappelons-le, en vacances. Ce faisant, il se garde bien d'évoquer Hellboy organise une raclette entre amis et Hellboy découvre les joies du curling, les 2 meilleurs titres de la série selon moi. Mais laissons-le maintenant clore sa trilogie avec panache. Alors pour finir sur cette chronique intitulée Hellboy, la lente descente aux enfers ou le comics mélancolique, après la couleur et le dessin, j'évoquerai la mise en page. Les pages en noir et blanc, très bien mises en valeur par de très belles éditions chez Delcourt, nous permettent de mieux comprendre l'énorme travail de composition de l'espace de la planche. En effet, l'équilibre rare domine entre les plages noires et les détails qui persistent encore à la surface de la page, que l'auteur nous laisse encore deviner. Elles nous apparaissent particulièrement adaptées à la temporalité imposée par Mignola. Alors qu'au départ, Hellboy est identifié comme un comics d'action de plus, il s'avère qu'au fil des aventures et des histoires de plus en plus sombres, oniriques, le temps semble suspendre son vol. Et l'auteur excelle à étirer la durée du temps par une association complexe de vignettes ou de pages silencieuses et de mise en page d'une rare complexité dont l'équilibre construit la beauté, osons le terme. Rappelons d'ailleurs l'influence des films muets du début du XXe siècle développés par les réalisateurs expressionnistes allemands, comme dans Vampire de Dreyer de 1932. En ce qui concerne les références,
Mignola convoque souvent la mémoire du lecteur pour mieux l'imprégner dans son univers en évoquant des lectures ou des références littéraires, mythologiques ou culturelles qui n'existent pas vraiment toujours, mais dont tout le monde fait semblant d'y croire, et ce, en parvenant à suspendre une action entre deux vignettes comme dans un montage alterné au cinéma, et qui renvoie le lecteur plus loin que la scène décrite. La continuité entre deux cases s'effectue évidemment dans la tête du lecteur, et Mignola exploite à fond cette particularité propre au médium, pour faire mieux fantasmer le lecteur et le guider ainsi dans un univers personnel tout autant qu'universel. D'ailleurs, le répertoire des références trouve dans les titres une boîte de résonance adéquate. Les germes de la destruction, au nom du diable, le cercueil enchaîné, la main droite de la mort, le diable dans la boîte, etc. Effectivement, Mignola va réaliser beaucoup de crossovers, c'est-à-dire de croisements entre la littérature fantastique classique, je pense à Jean Ray, Edgar Allan Poe, Lovecraft ou encore Bram Stoker, et le folklore européen puis mondial, l'histoire récente du XXe siècle avec les nazis, les momies, le folklore russe avec la Baba Yaga, les fantômes japonais, la mythologie littéraire du centre de l'Europe. Et à ce propos, il semblerait d'ailleurs qu'il s'agit de l'auteur de comics américain le plus européen par ses références développées. Mais pourtant, celles-ci ne servent souvent qu'à planter un décor ou une ambiance sans les exploiter plus en profondeur. Ce que nous regrettons un peu. Cette atmosphère d'inquiétante étrangeté semble être soulignée par le travail des onomatopées qui disparaissent au fur et à mesure des aventures. Rares, voire complètement absentes déjà dans plusieurs pages du tome 7 intitulé « Le troisième souhait », où le personnage tombe au fond de l'océan et où plusieurs pages muettes correspondent à l'entrée pour Hellboy dans le monde du silence, silence qui l'accompagne ensuite longtemps. Alors l'auteur utilise beaucoup le décalage entre le texte de dialogue comme des voix off placées sur des vignettes ne correspondant pas forcément au dialogue. Tout ceci pour obtenir une distance supplémentaire entre l'action et le récit. Alors en conclusion, après les flammes de l'enfer, il ne pourrait rester que descendre, pour paraphraser Jacques Brel. Cela reste un terreau fertile pour cet auteur passionnant. Pour résumer, son évolution rappelle celle d'un artiste, j'ose le mot. Alors la recherche du paradis perdu pour ce personnage orphelin, désorienté pendant des moments d'errance dans des décors désertiques, mélancoliques et inconnus des lecteurs, déstabilisés eux-mêmes par ces espaces propres à la méditation et le retour en soi, ressemblerait à la quête du Père. Mais c'est un autre sujet que nous n'aborderons pas ici. Merci Yves Vacancier turbinant quand même. Je reprends maintenant mon uniforme de libraire pour vous parler d'un livre important, Le droit du sol, nouvel album du grand Étienne Davodo chez Futuropolis. Il nous y narre une imposante randonnée qu'il a effectuée entre deux lieux emblématiques, se servant malicieusement de l'un pour mieux faire résonner l'autre. Parti en effet de la grotte de Pêche-Merle dans le Lot, où il évoque des peintures rupestres vieilles de 29 000 ans pour les plus anciennes, ainsi qu'un mammouth tout aussi laineux que fameux, que l'auteur adore et qui a été réalisé une poignée de milliers d'années plus près de nous. Il marche vers la Meuse pour allier le site de Bure, choisi pour y enfouir en profondeur nos déchets radioactifs. Le long du chemin, il dialogue avec des interlocuteurs étrices qu'il fait apparaître de façon ludique au gré de ses pages. Ludique mais parfaitement maîtrisé, car Davodo est un auteur d'accès facile, il arrive à exposer clairement la parole des autres. Il échange avec elles et eux sur la terrifiante perspective de déposer loin sous nos pieds, en une forme d'ignoble legs pour des générations futures, qui seront tellement éloignées de nous que nous ne pouvons pas les imaginer non plus, des produits dont la dangerosité est d'autant plus effrayante qu'ils ont une durée de vie qui dépasse largement les limites de l'entendement humain. On a découvert il y a 20 ans le Davodo essayiste, avec Rural. Vinrent ensuite les mauvaises gens, et le grand succès qu'a été Les Ignorants. Le dessinateur a aussi travaillé avec le journaliste de France Inter Benoît Colomba pour Cher pays de notre enfance, un magnifique album sur les heures sombres de la Ve République.
Plus récemment, c'est l'historien Sylvain Vénère qui scénarisait la balade nationale que Davodo dessinait. Une ludique promenade en camionnette à travers l'Hexagone où Marie Curie, Jeanne d'Arc, Jules Michelet, Molière, le général Dumas, le père d'Alexandre, et Pétain dans son cercueil nous racontaient, au gré des lieux qu'il parcourait, une histoire de France passionnante et bousculant les idées reçues. On pourra d'ailleurs penser cette balade nationale comme l'inspiratrice du droit du sol. Cette fois, c'est l'auteur lui-même qui se déplace et à pied. Très habilement, il débute son album et sa randonnée avec des peintures rupestres redécouvertes il y a quelques décennies seulement, mais qui datent de 29 000 ans. Et même de nous parler d'un bison tracé au manganèse à côté de célèbres chevaux ponctués de la grotte. Et des 5000 à 7000 ans qui les séparent. Et c'est fascinant de découvrir qu'un sapiens a pu dessiner à côté d'œuvres plus éloignées de lui, que la civilisation babylonienne ne l'est de nous. Bien sûr, l'échelle des temps donne le vertige. Qui étaient les sapiens d'il y a 30 000 ans ? Ils sont si loin de nous qu'on en a peine à les imaginer. Mais cet espace de temps n'est rien si on le confronte à la durée de vie des déchets radioactifs. On parle là de 100 000 ans et plus, c'est complètement fou. Tout au long de cette randonnée citoyenne, Davodo nous parle de l'humain qu'il est et de la nature qui l'entoure. Il nous fait rencontrer une belle galerie de personnalités passionnées et passionnantes, dont les mots nous ouvrent les yeux, nous touchent et nous terrorisent à la fois. Ce que subit la planète, nous le subissons, écrit l'auteur dans l'une de ses pages. Et ce que nous infligeons à la planète, nos descendants le subiront, et de quelle terrible manière. Voilà pourquoi ce livre est un livre important, dont nous recommandons fortement la lecture. Outre qu'il est superbe, parce que traité dans un beau noir et blanc rehaussé de la vie, avec des réflexions de l'auteur qui mélangent l'introspection et l'humour, et les points de vue extérieurs exposés de manière concise et limpide à la fois, il vous poussera à vous poser les questions qui laissent intranquille, et notamment celle-ci. Doit-on laisser faire des ingénieurs se proposant d'enterrer des produits dont la dangerosité n'a d'équivalent que leur durée de vie ? Un grand merci à Étienne Davodo de nous faire réaliser que le sol a des droits. Nous sommes de passage, et si nous le foulons, nous n'en avons pas pour autant légitimité à le détruire en toute conscience. Lisez ce livre, partagez-le. C'est à la fois une lecture facile d'accès et très éclairante en même temps, mais c'est aussi un véritable acte de citoyenneté. Quelques mots empruntés à l'écrivain voyageur suisse Nicolas Bouvier, que Davodo a lu, pour finir. Si l'on ne peut plus guère progresser aujourd'hui dans l'art de se détruire, il y a encore du chemin à faire dans l'art de se comprendre. Le droit du sol, Étienne Davodo, chez Futuropolis, à vous de jouer. Je dirais même plus. Voici venu l'instant de la première pause musicale dans Je dirais même plus sur Millennium. Et nous avons choisi le groupe Sherpa, il y a 3 H, et son morceau Waster. Au chant et à la guitare, c'est Fab Caro qui est aux manettes. Ce type sait décidément tout faire, et tout faire bien. Sherpa, Waster, la musique de Fab Caro et ses amis. Belle entrée en matière pour continuer tout de suite avec notre grand invité de moins d'1m80. Et c'est le Paimpolais de l'équipe, André Morvan, qui va le cuisiner à feu doux, avec l'aide de Damien Dognaud, qui n'est pas né à Paimpol, mais qui s'est relancé comme personne depuis que Björn Borg a pris sa retraite. Mais au fait, c'est Björn Borg ou Björn Borg ? Je sais pas. Enfin, un peu nous chaud pour le moment. Place à Fab Caro. Messieurs, vous êtes prêts ? C'est à vous. Salut Fabrice, et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous. Ouais. Alors, j'aimerais bien qu'on plante un peu le décor. Je suppose que tu te trouves dans ta ville, près de Montpellier, chez toi. Ouais, c'est ça. Dans ton atelier, peut-être ? Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Alors, Ouais. si ça ne te dérange pas de nous décrire ton lieu de travail, et en même temps de nous dire s'il y a un lieu spécifique pour Fab Caro le dessinateur et un autre pour Fab Caro l'écrivain. Ah non, il n'y a pas vraiment de lieu spécifique. Enfin, la seule contrainte, c'est que, j'allais dire que ce soit silencieux, et encore même pas. Enfin, pour écrire, il faut que ce soit un petit peu silencieux, un minimum, mais pour dessiner, pas forcément. Même je dessine avec de la musique un petit peu de sauvage. Enfin, Ouais. toujours, mais en tout cas, non, pour écrire, il faut que ce soit plutôt silencieux, mais c'est à peu près la seule contrainte. Et Alors, pour vous décrire là, je suis au 3e étage d'un appart un petit peu vétuste. J'ai en face de moi des pigeons sur le toit d'en face. Et à l'intérieur, j'ai des restes d'un repas de midi pas très beau à voir. Il vaut mieux que ce soit à la radio. Ouais. Et voilà, mon ordi, mon café. Et une bibliothèque avec des livres en vrac partout, en gros. D'accord. Est-ce qu'on peut déjà tout de suite parler de ta nouveauté, de Moon River? Ouais. Moon River, où tu te frottes à un genre nouveau pour toi, le polar.
mais un polar dont le crime est particulièrement odieux et particulièrement abominable. Oui. Ah, tu me laisses le dire? Bon. Ouais, je préfère. On peut peut-être. Oui, Je sais pas si tu veux l'expliquer ou pas, le crime, ou pas. Hein. Oui, là je vais rien spoiler, on le sait dès la page, on le sait très vite au tout début. Ouais, j'avais envie de m'amuser avec les codes du polar, enfin cette espèce d'esprit roman, film noir des années 50 dans ces eaux-là. Oui, sauf que c'est vrai que le pitch de départ est un petit peu particulier. C'est une actrice hollywoodienne qui se réveille un matin et on lui a dessiné une bite sur la joue. Ouais. Donc voilà. Tu comprends pourquoi je préférais te laisser expliquer ça? J'assume à moitié mon pitch de départ. Ouais. Donc voilà, ça en suit une enquête. Donc on suit un personnage central, Ernie Baxter, qui va mener une enquête un petit peu à sa façon, quoi. Donc je m'amuse un petit peu avec les codes du roman noir des années 50. Et tu peux aussi nous expliquer le nom de ton détective, pourquoi le prénom c'est Ernie. Oui. Alors Ernie, parce que dans le livre il y a plusieurs niveaux de lecture. Enfin, il y a plusieurs. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs lectures en parallèle. Il y a d'une part le polar, donc avec l'enquête qu'on suit comme ça. Et puis, de temps en temps, vient s'insérer de l'autobio, c'est-à-dire une espèce de méta-récit, moi en train de dessiner ce projet. Et il se trouve que, alors il y a quelques temps, j'ai eu une hernie discale qui m'a bien bloqué pendant bien 6 mois, un petit peu plus même. Mmh. Ça t'avait même empêché de te rendre à Angoulême. C'est la première fois que je ratais Angoulême depuis 2004, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc j'étais vraiment bloqué. Et ça allait beaucoup mieux. C'est au moment où j'ai rattaqué le projet que d'un coup la hernie est repartie. Et bon, je vais pas vous raconter ma vie non plus, mais donc je raconte ça aussi. Je me dis peut-être c'est un signe, peut-être c'est un signe qu'il faut que j'arrête de dessiner. C'est une espèce de petit signe qu'on m'envoie. Et donc le personnage, comme il y a pas mal d'imbrications entre le récit et le méta-récit, le personnage s'appelle Ernie. D'accord. Voilà. Alors tu disais tout à l'heure que donc le crime, d'ailleurs qui obligeait l'actrice à rester toujours sur le même profil, c'était donc d'avoir un graffiti sur la joue, donc je pense que tu peux dire une bite, hein, oui, une bite, oui. et que donc je sais que ça n'a pas toujours fait l'unanimité, ton intrigue au départ, tu le racontes, et maintenant que Moon River s'est placé au top 10 des ventes, des ventes de BD, est-ce que tes filles et ton éditeur ont un petit peu changé d'avis sur la teneur de l'intrigue? Ouais, alors l'éditeur a très vite, l'éditeur s'est marré en écoutant le pitch, mais il a très vite été partant en fait. Ouais. Je savais que peut-être je pourrais faire un truc rigolo avec ça. Par contre, mes filles, c'est vrai que tout le long de l'élaboration de l'album, elles ont essayé de me forcer à arrêter, quoi. À changer d'avis. Elles ont essayé de me dissuader. Chaque fois que alors de temps en temps, un petit peu par provoque, je leur racontais quelques scènes que j'étais en train de dessiner, et elles étaient atterrées. Elles disaient mais non, c'est pas vrai, il faut que t'arrêtes ça. Ouais. Donc non, ça c'est vraiment autobiographique. Elles étaient mais alors, quand le livre est sorti, elles l'ont lu. Mais ça fait souvent ça, cela dit. Pendant que je suis en train de faire un truc, elles tombent des nues. Elles ont presque honte. Mais quand le livre sort, elles le lisent et puis elles se marrent bien. Donc après, j'ai eu quand même la validation de mes filles sur ce livre-là. Ensuite. Alors, puisqu'on est en train d'utiliser les mots qu'il faut et appeler un chat, est-ce qu'on verra un jour un album de Testicules la libellule? Alors figure-toi que j'ai vraiment hésité entre ces deux projets quand je suis parti comme ça sur un bouquin pour 6 pieds sous terre. Je me disais voilà, j'avais ces deux projets, soit une espèce de parodie de polar, soit m'amuser avec les codes du roman, du livre jeunesse. Alors je suis parti sur le polar parce que sur le moment ça m'amusait plus. Mais j'ai pas pu m'empêcher de caser quand même un petit clin d'œil à ce projet-là. Mais du coup, non, je crois pas que je vais. Puis je sais pas s'il y aurait eu matière à faire un livre avec ça. Oui. Je pense que le titre était assez drôle, mais peut-être que c'est juste la limite, quoi. Oui, je crois je crois qu'une fois qu'on a ri avec le titre, on a vite fait le tour, quoi. Je crois que j'aurais vite tourné en rond avec le truc. Non, mais c'était assez rigolo d'être avec Patouche la mouche et les abeilles Mireille. Oui, voilà, c'était une référence clairement à cette collection. Ouais. Mais ouais, c'était un petit peu régressif comme projet. Ouais.
Et Fabrice, l'amour absurde, c'est plutôt la tasse de thé des anglo-saxons et beaucoup moins celle des Français. Et est-ce que tu n'es pas étonné que le public français t'ait suivi de façon aussi massive sur Zai, je sais jamais combien il y a exactement de Zai, je sais pas où il faut s'arrêter. Oh ben si, là je commence à me faire à l'idée que finalement la culture française, n'est pas si hermétique que ça à l'humour absurde, mais c'est vrai qu'au tout début, je t'avoue que quand j'ai fait Zai, moi j'en dis que 2, ça va plus vite. Moi quand j'ai fait Zai, je me suis dit bon, ça va faire marrer mon petit groupe qui me suit, qui était hyper restreint à l'époque. Donc, je comptais vraiment pas, non, j'ai été le premier surpris. J'ai été le premier surpris que ce truc-là marche autant et qu'autant de gens me suivent dans ce délire. Ah ouais. Alors maintenant, je te dis, je commence à me faire l'idée que peut-être on n'est pas si humour gaulois que ça. Enfin, en tout cas, il y a une frange de la population qui est adepte de ce truc-là aussi. Peut-être plus chez les lecteurs de BD qui ont été un petit peu éduqués par Gottlieb, par Goscinsk, par des gens comme ça. Oui, c'est possible. Après, cela dit, quand je suis en dédicace, c'est vraiment assez... c'est pas générationnel. J'ai vraiment des gens de 15 à 77 ans, quoi. Donc, il pourrait y avoir... ça pourrait s'expliquer par les influences. Mais je te dis, il y a un petit peu tous les âges. Donc, je sais pas d'où ça vient, en fait. Alors, une petite question en termes de travail et de préparation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, tiens, je vais plutôt envoyer ça pour être un roman, ou une BD, ou une chanson, ou autre chose? Ce qui précède tout, en fait, c'est l'envie au départ. C'est l'envie. Je pars toujours sur l'envie de faire une BD ou l'envie de faire un roman. Et quand j'ai une envie de roman, je cherche des sujets dans ce sens. Et quand j'ai envie de faire une BD, je cherche aussi. Mais c'est pas très poreux. Ça se rejoint pas tellement. Je crois qu'un truc que je choisis en BD pourrait pas fonctionner en roman et vice versa. En roman, je pars toujours c'est plutôt l'envie d'écrire qui guide. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Je pars sur une envie d'écrire. Je pars sur un pitch qui tient sur 2 lignes. Et le BD, la BD, c'est plus un concept. Je me dis, je vais m'amuser avec un faux carnet de voyage, un faux catalogue, où je vais partir sur de l'autobio. Donc, je pars d'un concept, alors que sur le roman, je pars plus d'une espèce, d'envie d'écrire comme ça, et puis il me faut un petit pitch de base, une espèce de fil rouge, quoiqu'encore des fois il est presque inexistant. C'est 2 écritures différentes. Ouais. D'accord. Alors, tes romans, pour l'instant, ton roman, Le Discours, a été adapté au cinéma. Et moi, je pensais que l'adaptation donc de ton roman Le Discours au cinéma était quasiment impossible. Et j'avoue que j'étais très sceptique en me rendant à la projection. Et je dois dire que j'en suis sorti franchement emballé. Et justement, je voulais savoir, toi, ce que tu as pensé de cette adaptation. Moi, j'étais un petit peu pareil que toi. Quand Laurent Tirard est venu me trouver en me disant j'aimerais bien adapter Le Discours, je lui ai dit mais tu es fou, c'est inadaptable. Et en plus, ça parle de rien, c'est un repas de famille. Je me dis qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Voilà. Et il m'a répondu un truc que j'ai trouvé super touchant. Quand je lui ai dit mais ça parle de rien, il m'a dit au contraire, détrompe-toi, ça parle de tout. Alors j'ai trouvé ça super joli. Et après, moi j'ai adoré le film. Je trouve que tous les acteurs sont super. Et puis surtout, Laurent a réussi à... il s'est débrouillé pour faire d'un truc qui à la base est un huis clos. Ça, c'est quand même un repas de famille. Pour aller faire un film avec ça, mais avec des procédés de flashback, des trucs très très visuels. Et puis, ce qui est vraiment réussi, c'est l'interaction qu'il y a entre le personnage principal et le public. Il s'adresse vraiment au public et ça fonctionne très bien. Ouais. Alors ça c'est assez casse-gueule, ça fonctionne pas. C'est vrai. Il y a des gens que ça peut impliquer dans le film, et puis il y a des gens que ça peut aussi exclure. Moi, il n'y a pas eu beaucoup de retours négatifs, mais les retours négatifs que j'ai eus, c'est des gens qui aiment pas qu'on s'adresse à eux, tu vois. Eux, ça les a exclus. Ouais. Donc ça peut être à double tranchant, cette histoire. Mais moi j'ai bien aimé le procédé, puis tous les acteurs sont géniaux aussi, j'ai trouvé. Ouais. Et le cinéma continue
de s'intéresser à toi, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait une préparation pour Zai Zai. Oui, enfin, plus qu'une préparation, le film est tourné. Oui. Ah oui. Il est fini depuis l'an dernier. D'accord. Et puis la sortie a été repoussée pour cause de Covid. Après, pour cause de, je sais pas, moi, tout ça est très abstrait dans le milieu du cinéma, mais donc il sort en février prochain, je crois. Mm-hmm. Mais ça fait un petit moment qu'il est fini. Et d'ailleurs, François de Sagnal a fait la tournée des avant-premières un petit peu, des festivals, pour le montrer un petit peu avant février. Et tu es aussi satisfait que pour... Oui, je l'adore aussi. Ouais. Mais après, que ce soit sur le discours ou sur Zai Zai, j'avoue que je manque un petit peu de recul. Donc je préfère... moi, je suis content du truc, mais ouais, je manque un petit peu de recul. Surtout que Zai Zai, pour le coup, c'est un ovni, quoi. C'est un objet très, 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 très absurde. Donc ça peut être là pareil. Si on accepte le postulat de base, si le spectateur accepte le postulat de base, ouais. Dès la première scène avec le poireau, s'il accepte de rentrer dans ce délire, après c'est gagné, quoi. Mais oui, voilà, ça peut l'amuser. Après, s'il a du mal ça va être long pour lui. Mais c'est un objet, une espèce d'ovni. Ouais. Fabrice, nous allons maintenant procéder à une pause musicale avec un morceau d'Anne Sylvestre, chanté par Vincent Delerme, Jeanne Chéral et Albin de la Simone. Donc c'est toi qui as choisi ce morceau. Si tu veux, on va l'écouter et après tu vas un petit peu nous expliquer pourquoi tu as choisi ce morceau. Alors Fabrice, toi aussi tu aimes les gens qui doutent? Oui, ça me parle un petit peu. Oui, ça me parle un petit peu, les gens qui doutent. Moi, je suis pétri de doutes, surtout, quoi que je fasse. Ouais. Et puis la chanson est magnifique. Alors, je me rends compte en l'écoutant c'est peut-être pas un super choix pour la radio, parce que c'est un truc assez théâtral. Ils s'enchaînent tous les trois pour jouer sur le même piano. Donc, de temps en temps, au milieu, il y a des blancs comme ça. Mais, j'ai vu, j'ai regardé la vidéo, effectivement. Il y a un beau jeu de scène. Puis cette chanson est merveilleuse, les paroles, la mélodie. Ouais. Alors tu dis que tu es aussi quelqu'un qui doute. Je sais que tu as peur de te répéter, de faire, on en a déjà parlé, de faire toujours le même livre qui raconte la même chose. Et moi, je pense au contraire que effectivement, si tu as toujours le même humour, c'est l'humour Fab Caro. À chaque bouquin, en fait, tu en repousses les limites. Tu valides ça? Ça me fait plaisir. J'espère en tout cas. Enfin, j'espère que, parce que souvent je me dis que peut-être que je tourne en rond, qu'il faudrait que je passe à autre chose. Mais chaque fois, je retrouve le goût de refaire un livre et je me dis que si j'ai le goût, c'est que moi-même je dois avoir autre chose à ajouter, enfin quelque chose d'inédit. Enfin, j'espère par rapport au livre précédent. Donc si ça se sent, c'est super. Ouais. Oui, mais j'ai toujours cette appréhension de me dire il arrivera bien un jour où ça y est, j'aurai fait le tour de ma toute petite BD à moi, donc il faudra peut-être que je passe à autre chose. Ouais, mais en même temps, comme tu varies les plaisirs, que tu passes du roman, du dessin, et maintenant même le cinéma finalement, même si c'est à travers d'autres réalisateurs, et donc dessiner des BD, écrire des romans, jouer les Gastons à la rédaction de Spirou. Faire tes courses au Super U qui est en fait un carrefour en plus. Ouais. Ta vie est intense, non? La vie de Fab Caro, c'est sans arrêt. C'est un petit peu. Oui, ça fait quelques temps que c'est depuis Zai Zai et Crescendo comme ça, c'est un petit peu à fond. Moi qui suis plutôt j'ai toujours été un espèce de staccanoviste. J'ai toujours beaucoup travaillé, mais là ça commence à aller un petit peu vite. Il faudrait que je lève le pied. Ouais. Enfin, c'est la peur du vide. Ouais. C'est la peur du vide. C'est pas que ça. J'imagine il y a aussi de la passion. Moi, j'ai toujours écrit. Je passe mon temps à écrire. J'adore ça. Mais oui, derrière ça, si on creuse un petit peu, c'est ça, la peur du vide. C'est un truc d'angoissé, je crois, de travailler autant. Ouais. Alors, je disais jouer les Gastons à la rédac de Spirou. Bon, tout le monde n'est pas abonné au journal de Spirou et ne voit pas tes éditos avec Fabrice R dans le journal de Spirou. Je trouve ça hyper sympa. C'est un super exercice d'arriver à jouer comme ça chaque semaine avec le contenu du journal. Et en plus, Fabrice R,
vraiment très sympa Fabrice R. C'est une vieille complicité avec toi. Tu veux bien nous en parler ou bien tu n'as pas envie? Ah oui? Ouais. Oui, avec Fabrice, moi quand je bosse en collaboration comme ça, j'aime bien, si possible, travailler avec des amis, à travailler à deux, autant que ce soit avec des gens qu'on aime. Et avec Fabrice, oui, ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'est rencontrés par le biais des 6 pieds sous terre. Alors ça commence, moi je suis nul en date, mais ça doit dater plus de 2009 peut-être, un truc comme ça. À la base, c'est ça, vous aviez le même éditeur. Oui, voilà, on s'est rencontrés sur le stand de dédicace de 6 pieds sous terre, à la Comédie du Livre, je crois, à Montpellier. Oui, je te dis 2009, s'il faut c'est 2008 ou 2007, enfin, je suis un petit peu nul en date. Ouais. Mais voilà, très vite ça a collé. On s'est mis à faire des projets ensemble. On a fait une Z comme Don Diego, une parodie de Zorro chez Dargaud. Une excellente parodie de Zorro. Je la recommande à ceux qui ont aimé le Zorro de chez Disney. Ils y retrouvent tous les clichés, quoi. Ouais, c'est bien amusé avec ça. Puis derrière, on a fait Walter Appleduck chez Dupuis, un truc qu'on fait dans Spirou. On fait l'édito toutes les semaines. Donc on s'amuse bien, ouais, on a toujours un projet à deux sous le coude. Moi je suis pas mal débordé de mon côté, lui aussi. Ouais. Mais on se débrouille toujours pour avoir un truc tous les deux sous le coude, parce qu'on aime bien travailler ensemble. Ouais. Fabrice, je voudrais parler des reprises. Tu as assuré quelques reprises et pas des moindres, Achille Talon et Guéluron. Et ces reprises n'ont malheureusement pas connu de suite. Alors je dis malheureusement, mais c'est peut-être toi qui n'avais pas non plus tout à fait envie de continuer à marcher dans les pas d'autres auteurs comme ça. Mais pourtant marcher dans les pas de Greg pour Achille Talon, ou c'est pas notre réalisateur, hein, Greg, c'est un autre. Et de Gottlieb, ça devait être quelque chose quand même, non? Oui. Moi, quand on m'a proposé ça, ça a été un cadeau. Je dis souvent ça, mais ça a été un cadeau qu'on faisait aux gamins de 10, 12 ans que j'étais. Moi, je lisais ça quand j'étais gamin, que ce soit Gottlieb ou Greg, j'étais très fan des deux. Et quand à 40 ans, on te propose d'adapter ça, tu dis waouh, une espèce de boucle qui se boucle comme ça, c'est assez vertigineux. Donc ouais, j'ai adoré faire ça. Mais alors, ça s'est fini. Alors les deux pour deux raisons différentes. Guéluron, c'est parce que j'avais eu l'impression d'avoir fait le tour sur le tome 1. Ouais, alors c'était avec Pixel Vengeur. C'était avec Pix, c'était avec Pixel. Et là, pareil, je me suis éclaté à travailler avec Pix. Ouais. Mais à la fin du tome 1, moi, j'avais l'impression d'avoir raconté tout ce que j'avais à raconter. Moi, j'avais envie de raconter cette histoire d'amour là, entre Guéluron et Belle Lurette, avec tout un tas de gags un petit peu à la Gottlieb. Mais après, quand il a fallu rempiler sur le tome 2, je me suis dit, non, moi, je crois, j'ai peur que ce soit moins bon, j'ai peur de me répéter. Donc j'ai pas rempilé. Donc après ils ont fait 2 tomes de plus avec d'autres. Ouais. Et Achille Talon, ça s'est arrêté parce que on a fait 3 tomes. Ça s'est arrêté parce que les ventes déclinaient un petit peu au fil des 3 tomes, donc ils n'ont pas donné suite. Mais cela dit, j'aurais peut-être pas continué non plus pour les mêmes raisons, pour éviter de s'ennuyer, de se répéter. Pourtant, c'était un vrai dépoussiérage du personnage. Ouais. Parce que le pépère Achille Talon était confronté au numérique, au modernisme. C'était ça l'idée, c'était de le reprendre, de surtout pas toucher Talon, parce que lui, tout son sel à lui, tout son intérêt, c'est quelqu'un de daté. Même à l'époque, il était déjà daté. C'est un mec qui vient de. Oui. Et donc c'était de ne surtout pas le changer lui, mais de replacer ses histoires à notre époque. Et voilà, ça pareil, je me suis vraiment amusé avec ça. Bon, je suis moins verbeux que ce qu'a pu être Greg, c'était des textes beaucoup plus courts, mais je me suis bien amusé avec ça aussi, avec les textes un petit peu à rallonge comme ça. Alors tu t'es aussi attaqué au carnet de voyage. Je voudrais savoir, est-ce que tu as fini par y aller au Pérou finalement? Non, toujours pas. Non, faudra que j'y aille. Ouais. Non. Ouais. Ça t'éviterait de faire quelques erreurs dans les accessoires. Ouais, après, j'espère m'être assez bien documenté parce que pour faire ça, j'ai passé par. Non, mais je faisais référence au chapeau mexicain du début. Ouais. Oui, d'accord, pardon. Oui. Alors, on va continuer avec une autre question qui va parler de romans et ou de BD. Alors, le prochain, ce sera plutôt quoi? Là, je suis plutôt parti sur
Bon, en général, j'aime bien alterner, surtout ces dernières années. Là, j'aime bien alterner les deux. Justement pour éviter de trop me répéter en BD. Donc là, j'ai bouclé Moon River. Et dans la foulée, je suis parti sur un roman depuis... j'ai attaqué quoi cet été, juillet-août, j'ai attaqué. Bon, donc voilà, prochain projet, c'est un roman. Ouais. C'est un roman. Et ben, j'en connais qui vont être très très contentes. Ouais. Ah, super. En fait, c'est surtout parce que tu as remarqué que ça pouvait pas être avec des bandes dessinées que tu serais invité chez la grande librairie. Voilà, c'est un roman rien que pour ça. Non, en plus, moi, je voulais pas au départ. Moi, en général, la télé, souvent, je les invite pour la télé, je refuse toujours parce que alors, la radio, je refusais au début, maintenant, je commence à m'y faire. Merci. Même si je suis toujours aussi mauvais à la radio, bon, je commence à m'y faire. Mais la télé, non, j'ai toujours refusé. C'est un truc, c'est un médium qui me va pas du tout. Mais là, il se trouve que c'était, je crois que ça faisait 2 fois qu'il m'invitait. Ouais. Et là, il se trouve qu'il y avait deux personnes que je connaissais. Il y avait Hervé Letellier et François Morel. D'accord. Donc, je me suis un petit peu senti en famille, et donc là, j'ai accepté. Et je te rassure, ça t'allait pas si mal. Ah, tu trouves? Moi, je m'étais pas l'idée, mais bon. Alors, Fabrice, là, je me fais l'émissaire de Gilles, notre grand timonier dans l'émission, pour te poser une question concernant ta vie d'artiste d'avant, avec Harry Homme, Les Amants de la rue Sinistrose. Alors, paroles et musique de Fab Caro, c'est marqué. Et il y a aussi un certain Arnal, rien à voir avec Pif. Non, rien à voir avec Pif. Alors, est-ce que c'est une page de tournée ou est-ce que tu continues à faire de la musique et à écrire des chansons? Oui, en tout cas, tout ce qui est concert, CD, ça c'est une page de tournée. Je crois pas que je remettrai ça. Même si j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours fait ça toute ma vie, en parallèle toute ma vie. En parallèle du dessin, de l'écriture, j'ai toujours écrit des chansons, j'ai toujours joué avec des copains, j'ai même fait des concerts étant plus jeune. Donc la musique, j'arrêterai pas parce que ça fait partie de moi. Mais après, tout ce qui est concert, CD, tout ça, oui. Tu n'as plus le temps non plus, quoi. J'ai plus le temps, c'est ça aussi. Ouais. Donc non, tout ça, ça appartient à une autre vie. Alors, je continue à jouer, mais avec des moyens beaucoup plus réduits et voilà, avec sur des choses beaucoup moins chronophages. Là, avec justement ce Jean-Luc Arnal, mon pote de musique de toujours, voilà, de temps en temps on se voit, on fait de la guitare sèche, on fait des morceaux russes, des reprises de morceaux russes. Ah bon? Voilà. Donc, en russe? C'est juste de la guitare, c'est des instruments. D'accord. Donc voilà, non, c'est juste pour se détendre un petit peu à côté, mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup de temps pour la musique. Ouais. Je te propose que justement, pour se quitter, on écoute Harry Homme. Oh là là. Ah. Eh ben dis donc, Fabrice, c'est pas mal du tout. C'est une découverte pour moi, mais je trouve ça pas mal du tout. C'est des trucs de jeunesse, c'est notre période notre époque punk. Ouais, c'est des vieux trucs, vraiment des vieux trucs. Bien, merci beaucoup, Fabrice. Merci encore. Ouais, et à bientôt. À bientôt. Peut-être un jour à Perros-Guirec, voilà. Avec plaisir, oui, on va y arriver. Allez, ciao. Ciao. Vous êtes toujours sur Millennium et avec, je dirais même plus. Et nous passons maintenant à un autre rocker un peu moins connu, Damien Degnaud. Certains l'ignorent, mais Damien a eu sa période culotte et bottes de moto et il avait même un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Et certaines se souviennent qu'en rentrant de la baignade à Trestraou, il sentait bon le sable chaud. Ah non, ça c'est une autre chanson d'Edith Piaf. Il roulait à tombeau ouvert entre Lannion et Plounévé-Mouédec au guidon de sa Harley-Davidson, Zundap Bultaco. Mais les ans sont passés par là et tu as échangé ta Harley pour une autre, Harley Quinn. Parle-nous donc de cette méchante de l'univers d'ici et de ses coreligionnaires des deux sexes. Oui, on va parler des vilains avec de L. Ça veut dire scélérat en anglais quand on parle des vilains. C'est pas pour vous raconter ma vie, mais mon psy pense que je vais mieux et que je peux bientôt sortir de la radio et revoir des gens. Si je respecte la posologie de mon entraînement. Et si je respecte les distanciations physiques de 10 mètres. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui sur Millennium, j'ai envie de parler d'une psychiatre de renommée internationale, le docteur Arlene Quinzel. Jeune diplômée en psychiatrie,
Harleen Quinzel est médecin à l'asile d'Arkham, où sont soignés les adversaires du Chevalier Noir quand il les capture, et dont il s'échappe selon les besoins du scénario. Pour ceux des fonds qui ne suivent pas, on parle de Batman. La question de savoir si la schizophrénie de Bruce Wayne ne lui réserverait pas une place de choix en cellule capitonnée à Arkham fera l'objet d'une prochaine chronique. Aujourd'hui, comme je l'annonçais en grande pompe, genre des grandes godasses de clown, on va parler de la petite amie, / concurrente, / meilleure ennemie du Joker. Vous aurez reconnu Harley Quinn. En fait, c'est un jeu de mots qui avait déjà été tenté par Agatha Christie pour un de ses personnages masculins, à partir du mot harlequin. C'est la référence au premier costume de la demoiselle, le costume d'Harlequin. Elle est une sirène de Gotham. Non, je vois bien ce regard interrogateur, Gilles. Pas les sirènes des voitures de commissaire Gordon, mais bien les 3 méchantes les plus emblématiques de la série. Catwoman, Poison Ivy et notre psychiatre abîmé, qui n'ont pas à rougir face au Joker, Harvey Dent et autres vilains de la série. Son origine vient d'une violente confrontation avec le Joker, qui lui a fait subir un traitement de choc assez sévère pour révéler son côté obscur et son manque d'empathie. Ouais, alors bravo Damien, tu parles enfin de BD et pas de série ou de film. Benoît va apprécier. Eh ben non, justement. Harley Quinn n'est pas un personnage de papier. Son caractère a été inventé par Paul Dini et Bruce Timm pour Batman, la série animée, en 1992. Elle ne sera publiée dans un album que l'année suivante dans The Batman Adventures. Sa place dans l'édition montre qu'il n'y a pas de barrière, que les adaptations se font de manière croisée. De séries, de films, de reboots, de crossovers, de romans. Les puristes me parleront de Queenie, comme assistante du Joker dans les années 60, mais le personnage est différent et il n'avait pas vraiment été développé. Malgré son jeune âge, en termes de création, Harley Quinn est considérée comme un pilier chez DC, au même rang que Superman, Batman et Wonder Woman. C'est la première méchante au pied du podium. L'argument ultime pour appuyer cette popularité d'un des personnages de vilains préférés des lecteurs de DC Comics, le déguisement Harley Quinn est numéro 1 aux États-Unis. Ah bah oui, dis donc, Damien, tu parles d'un argument. Eh oui. Elle porte, elle seule, 4 séries distinctes. 3 qui portent son nom. La Suicide Squad, déjà adaptée 2 fois à l'écran, en plus de Bird of Prey, un film très très bas de plafond, donc très très réjouissant pour un samedi soir, en plus d'une nouvelle série qui porte son nom. Car ce personnage passe allègrement d'un média à l'autre, papier, animé, cinématographé. Elle est très fraîche et exubérante, ouvertement bisexuelle et officiellement très proche de Poison Ivy. Elle porte en elle les questions de ce siècle sur la place des femmes dans le monde d'hommes, sur des questions même de genre. Harley Quinn, comme une réponse pour s'imposer entre une image hypersexualisée des femmes dans les médias et la nécessaire reconnaissance de sa place comme autre chose qu'une potiche ou d'un faire-valoir. #MeToo. Elle est le coup de massue de Deaton très cartoon et la répartie cinglante quand encore beaucoup d'hommes attendent d'une femme une plastique photoshopée et de rester à sa place. Comprendre dans la cuisine. Alors oui, je vais oser poser cet avis. Ce personnage hypersexualisé et dévergondé, qui dégonade le mal trop imbu de son genre, pourrait bien accompagner un peu le combat des femmes dans une reconnaissance de leur place dans la société. Et ça fait du bien dans la BD mainstream, souvent considérée comme un produit macho et masculin. Et pour ceux qui pensent que la place d'une femme est à la cuisine, ne pensent jamais au repassage et au ménage. Belle chronique qui méritait une belle note, mais je suis obligé quand même de t'enlever 5 points car tu parlais plus de cinéma que de BD. Qu'on t'y reprenne pas, attention, je surveille. Je dirais même plus. Dans Moon River, vous savez dès la page 13 qui est l'auteur du terrible méfait dont je ne vous divulgacherai rien. Et dans Je dirais même plus sur Millennium, on a l'habitude de terminer avec André Morvan. Mais d'habitude, on sait de quoi il va nous parler. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans l'obscurité la plus totale. L'animal n'a rien voulu nous dire, même quand nous l'avons menacé de lui lire un paragraphe où Alain Finkielkraut étale sa condescendante détestation de la bande dessinée. Voici donc la chronique top secrète et mystérieuse d'André Morvan, notre cachotier du jour. Ben oui, parce que mon collègue, camarade, mais néanmoins ami et surtout vacancier, Benoît Lintanff, il est catégorique. Et il dit tout le jour, il répète sans arrêt que Je dirais même plus, c'est une émission sur la bande dessinée. Et il dit, on parle de bande dessinée, uniquement de bande dessinée. Pourtant, ce dimanche soir, je me sens d'humeur romantique et j'aurais bien aimé essayer déclamer quelques poésies. Un peu de Victor Hugo, par exemple,
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu. Je sais que tu m'attends. Ou bien alors, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone de Verlaine. Ou bien encore, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose, sa robe pourpre au soleil, n'a point perdu cette véprée de Ronsard. Ou encore mieux, beaucoup mieux, Placide, mon frère, c'est du biscuit à la cuillère de Museau. De Museau? Museau, c'était un poète? Eh ben oui, c'est en Guillaume effet. Museau? Ouais, Museau, c'était un poète. Parce qu'à ma connaissance, Placide et Museau sont les seuls héros de bande dessinée à avoir parlé en vers. Pendant toute une époque, à la fin des années 40, tous les dialogues de Placide et Museau étaient écrits en rime. Chaque bulle, chaque répartie était une petite poésie. La série Placide et Museau est une création du génial dessinateur José Cabrero Arnal. Très souvent, les textes poétiques, eux, étaient écrits par Pierre Olivier. Pierre Olivier, c'est le futur scénariste du Docteur Justice. Alors, deux questions me viennent à l'esprit. Placide et Museau seront-ils un jour dans la Pléiade? Ils le méritent. Et Yvon Lemaine, le poète trégorois, a-t-il lu Placide et Museau dans sa jeunesse? Doit-il sa vocation et sa carrière à ces deux sympathiques personnages de BD? Alors comme c'est mon voisin, j'irai lui demander et puis je vous tiens au courant. D'accord. Merci pour cette chronique, c'était bien mystérieux en effet. C'est bien d'avoir remis Placide et Museau au goût du jour. Et c'est bien d'avoir su belphégoriser ton sujet pour mieux nous surprendre. Mais nous fais pas le coup à chaque fois parce que ça rend nos sommeils intranquilles. Bon les amis d'ici et d'ailleurs, et vous toutes et tous qui nous écoutez, il est temps pour nous d'aller vivre d'autres aventures en lisant d'autres albums ou en essayant de convaincre d'autres formidables invités et dominicaux de venir à l'émission. La semaine prochaine, nous reviendrons en pleine forme avec un invité tout autant formidable et dominical que le fut le Fab Caro d'aujourd'hui. Et si certains ne goûtent la détente qu'en arpentant des forêts splendides, nous serons ravis de mettre en valeur un bois commun qu'il mérite bien. Et ça, c'est dimanche prochain. Un grand merci de toute notre équipe, vacanciers inclus, à Greg qui assure la technique de l'émission, le montage et dont nous mettons parfois les nerfs à rude épreuve. Les gens, si ça vous a plu, ne manquez pas les prochaines, parlez-en autour de vous et partagez sur les réseaux sociaux. Ça tombe bien, on les a tous. Lisez des albums, qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien, achetez chez votre libraire indépendant. Lisez Hellboy, lisez Péché Mignon, redécouvrez Placide et Museau, lisez Harley Quinn et précipitez-vous sur le dernier d'Avodo et éclatez-vous bon sang en lisant Fab Caro, ses albums et ses romans. À dimanche prochain, même heure sur Millennium, c'était Je dirais même plus. On vous embrasse bien fort, mais toujours dans le respect des gestes barrières. Salut! Merci, au revoir.